Avez-vous déjà observé cette personne qui entre dans une pièce et captive instantanément l'attention de tous par sa simple présence, tandis que d'autres, malgré leurs efforts considérables, restent dans l'ombre? Après avoir analysé pendant des années les mécanismes de communication qui génèrent le respect, j'ai découvert 6 stratégies psychologiques que j'ai personnellement testées et qui transforment radicalement la façon dont les autres nous perçoivent. Ces techniques, issues de la psychologie comportementale, vont bien au-delà des simples conseils de communication, elles touchent au fondement même de notre présence sociale. Ce qui m'a frappé dans mes recherches, c'est que la plupart des gens confondent nos communications efficaces et volume sonore. Ils pensent qu'il faut parler plus fort, plus vite, plus longtemps pour être entendu. C'est exactement l'inverse qui se produit. Les personnalités les plus respectées que j'ai côtoyées maîtrisent l'art de la rareté communicationnelle. Elles comprennent intuitivement qu'une parole pesée vaut mieux qu'un discours dilué. Cette révélation m'est venue lors d'une observation fascinante dans un environnement professionnel. J'ai remarqué que les dirigeants les plus écoutés n'étaient pas ceux qui monopolisèrent la parole, mais ceux qui savaient exactement quand prendre la parole et quand se taire. Leur influence ne venait pas de leur capacité à remplir l'espace sonore, mais de leur capacité à créer des moments de tension productive. La première transformation que j'ai opérée dans ma propre communication concerne la gestion du silence stratégique. Contrairement à ce que beaucoup pensent, le pouvoir ne réside pas dans le flux constant de paroles, mais dans la maîtrise de ces moments de suspension qui créent de l'anticipation. Lorsque j'ai commencé à intégrer des pauses délibérées dans mes conversations, quelque chose de remarquable s'est produit. Les gens ont commencé à se pencher vers moi, à attendre mes mots avec une attention renouvelée. Le silence n'est pas un vide à combler, c'est un espace où votre message prend toute sa dimension. Imaginez une symphonie sans ses pauses, ce serait du bruit. Votre communication fonctionne selon le même principe. Quand vous maîtrisez l'art de la pause, vous ne parlez plus, vous orchestrez. J'ai testé cette technique lors d'une présentation cruciale devant un comité de direction. Au lieu de précipiter mes explications par peur du silence, j'ai marqué des temps d'arrêt après chaque point important. L'effet était saisissant. Mon auditoire n'écoutait plus passivement. Il absorbait chaque mot. Cette approche révèle une vérité psychologique fondamentale. Notre cerveau accorde plus de valeur à ce qui est rare qu'à ce qui est abondant. Si vous accordez de la valeur à vos propos en les espaçant, les autres feront de même. La neuropsychologie nous enseigne que les pauses activent des zones cérébrales spécifiques liées à l'attention et à la mémorisation. Quand vous parlez sans interruption, vous saturez les capacités cognitives de votre interlocuteur. En revanche, quand vous structurez votre discours avec des silences stratégiques, vous permettez à votre audience de traiter l'information et de la retenir. J'ai découvert que les pauses les plus efficaces durent entre 2 et 4 secondes. Moins de 2 secondes et l'effet est imperceptible. Plus de 4 secondes et l'inconfort devient contre-productif. Cette fenêtre temporelle correspond au temps nécessaire pour qu'une idée s'ancre dans la mémoire de travail. Pendant mes formations en prise de parole, j'enseigne maintenant cette technique du silence maîtrisé. Les participants sont initialement mal à l'aise avec cette approche. Ils ont l'impression de perdre le contrôle de la conversation. En réalité, ils le reprennent. Le silence vous repositionne comme quelqu'un qui a suffisamment confiance en ses idées pour les laisser résonner. Cette transformation ne s'opère pas du jour au lendemain. J'ai dû m'entraîner quotidiennement pendant des semaines pour dépasser mon inconfort naturel face au silence. La deuxième révolution dans ma façon de communiquer s'est opérée autour de l'utilisation stratégique de l'humour. J'ai longtemps pensé qu'être drôle signifiait être constamment en représentation. Grave erreur. L'humour respectueux agit comme un catalyseur social. Il crée de la connexion sans compromettre votre crédibilité. La clé réside dans l'équilibre entre légèreté et sérieux. Quand j'ai cessé de me moquer systématiquement de moi-même pour amuser les autres, quelque chose d'inattendu s'est produit. Les gens ont commencé à me prendre au sérieux tout en appréciant ma compagnie. L'autodérision, utilisée avec parcimonie, humanise. Utilisée en excès, elle vous diminue. J'ai observé cette dynamique lors d'une réunion où un collègue multipliait les blagues sur ses propres compétences. Initialement, cela détendait l'atmosphère, mais progressivement, l'équipe a commencé à douter de son expertise. L'humour doit servir la conversation, pas la dominer. Il doit révéler votre intelligence, pas la masquer. Depuis que j'applique cette philosophie, mes interventions humoristiques ont gagné en impact précisément parce qu'elles sont devenues plus rares et plus pertinentes. La psychologie sociale nous révèle que l'humour bien dosé active les circuits de récompense du cerveau et crée des associations positives avec votre personne. Cependant, l'excès d'humour peut déclencher des mécanismes de défense qui vous catégorisent comme quelqu'un de non sérieux.
J'ai développé une règle personnelle que j'appelle la règle du 3 pour 1. Pour chaque intervention humoristique, je m'assure d'avoir 3 contributions sérieuses et constructives. Cette proportion maintient un équilibre qui préserve ma crédibilité tout en rendant mes moments d'humour plus mémorables. L'humour situationnel fonctionne mieux que l'humour préparé. Quand vous réagissez spontanément à une situation avec finesse, vous démontrez votre agilité mentale et votre capacité d'adaptation. J'ai remarqué que les personnes les plus respectées utilisent souvent l'humour pour désamorcer les tensions sans minimiser les enjeux. Cette approche révèle une intelligence émotionnelle élevée et une capacité à gérer les dynamiques de groupe. Pendant mes observations comportementales, j'ai noté que l'humour efficace suit généralement 3 principes. Premier principe, il doit être inclusif et ne jamais cibler une personne de manière blessante. Deuxième principe, il doit être contextuel et résonner avec la situation présente. Troisième principe, il doit être bref et ne pas nécessiter d'explications longues. Si vous m'accompagnez dans cette démarche de transformation personnelle, prenez quelques secondes pour vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification. Votre soutien donne une force incroyable à cette communauté et me motive à partager toujours plus d'insights psychologiques concrets. Maintenant, laissez-moi vous parler de la 3e stratégie qui a révolutionné ma façon d'être perçu, l'établissement de limites claires. Pendant des années, j'ai confondu gentillesse et absence de limites. Je disais oui à tout, pensant que cela me rendrait sympathique. En réalité, cela me rendait invisible. Les limites ne sont pas des barrières, ce sont des panneaux indicateurs qui enseignent aux autres comment interagir avec vous de manière respectueuse. Quand vous n'en établissez pas, vous donnez tacitement aux autres la permission de définir votre valeur. J'ai appris cette leçon de manière brutale lorsqu'un collègue avait pris l'habitude de me confier ses tâches de dernière minute. Initialement, je pensais l'aider. En réalité, je l'encourageais à ne pas respecter mon temps. Le jour où j'ai dit clairement que je ne pouvais plus accepter ces demandes urgentes non planifiées, notre relation professionnelle s'est paradoxalement améliorée. Il a commencé à mieux organiser son travail et à me consulter en amont. Les limites créent du respect parce qu'elles révèlent que vous vous respectez vous-même. Elles ne sont pas négociables. Elles sont informationnelles. Vous n'avez pas à vous justifier longuement, simplement à communiquer clairement vos besoins. J'ai découvert que les personnes qui respectent vos limites sont celles qui méritent votre temps et votre énergie. Celles qui les contestent révèlent leurs vraies intentions. Cette prise de conscience m'a permis de filtrer naturellement les relations toxiques de ma vie. La recherche en psychologie comportementale démontre que les individus sans limites claires développent souvent des patterns de ressentiment et d'épuisement. Ils donnent continuellement jusqu'à ce qu'ils n'aient plus rien à offrir, puis ils s'effondrent ou deviennent amers. Cette dynamique est particulièrement visible dans les environnements professionnels, où certaines personnes deviennent les solutions par défaut pour tous les problèmes. J'ai moi-même vécu cette spirale descendante pendant plusieurs années. Mon incapacité à dire non m'avait transformé en une sorte de couteau suisse humain. Tout le monde venait me voir pour résoudre les urgences, gérer les crises, compenser les défaillances. Paradoxalement, cette disponibilité constante ne m'apportait ni reconnaissance, ni respect. Elle me positionnait comme quelqu'un de pratique, pas comme quelqu'un de précieux. La transformation a commencé quand j'ai réalisé que mes limites devaient être proactives, pas réactives. Au lieu d'attendre d'être débordé pour dire non, j'ai commencé à communiquer mes disponibilités et mes priorités dès le début de chaque projet. Cette approche préventive a radicalement changé la perception que mes collègues avaient de mon travail. Ils ont commencé à planifier en tenant compte de mes contraintes, ce qui a amélioré la qualité globale des projets. L'établissement de limites nécessite une communication claire et non défensive. J'ai appris à utiliser des formulations qui expliquent ma position sans ouvrir le débat. Au lieu de dire « je ne peux pas » parce que « j'ai adopté ma disponibilité actuelle ne me permet pas de ». Cette subtilité linguistique transforme un refus personnel en contrainte objective. Les limites temporelles sont particulièrement importantes dans notre société hyper connectée. J'ai instauré des créneaux spécifiques pour consulter mes messages et répondre aux sollicitations. Cette structuration a non seulement amélioré ma productivité, mais elle a également éduqué mon entourage professionnel sur mes modes de fonctionnement. Les limites émotionnelles sont tout aussi cruciales que les limites temporelles. J'ai appris à identifier les conversations qui drainaient mon énergie sans apporter de valeur constructive. Les plaintes répétitives, les conflits interpersonnels chroniques, les discussions négatives récurrentes. Ma nouvelle approche consiste à reconnaître ces situations et à les rediriger vers des solutions concrètes. Quand quelqu'un vient me voir pour se plaindre du même problème pour la 3e fois, je propose des actions spécifiques au lieu d'offrir une écoute passive. Cette stratégie
filtre naturellement les personnes qui cherchent des solutions de celles qui cherchent simplement à évacuer leur frustration. La quatrième transformation concerne l'élimination des excuses automatiques. J'ai réalisé que je m'excusais pour exister, pour occuper l'espace, pour avoir des opinions. Cette habitude, que je croyais polie, était en réalité autodestructrice. Chaque excuse non justifiée envoie un message subliminal « Je ne mérite pas d'être ici ». Quand vous vous excusez d'être en retard de 2 minutes à cause d'embouteillages imprévisibles, vous transformez un événement neutre en défaut personnel. J'ai commencé à remplacer mes excuses réflexes par des remerciements. Au lieu de désolé pour le retard, j'ai adopté merci de m'avoir attendu. Au lieu de désolé de vous déranger, j'ai choisi avez-vous un moment. Ce changement linguistique a produit un effet remarquable sur la perception que les autres avaient de moi. Je ne me positionnais plus comme quelqu'un qui devait constamment se justifier, mais comme quelqu'un qui apportait de la valeur. Les excuses légitimes gardent leur puissance précisément parce qu'elles deviennent rares. Quand vous vous excusez uniquement quand c'est nécessaire, vos excuses ont du poids. Cette approche m'a permis de reprendre le contrôle de ma narrative personnelle. Au lieu de me présenter comme quelqu'un qui dérange, je me présente comme quelqu'un qui contribue. La psycholinguistique nous enseigne que les mots que nous utilisons façonnent notre réalité mentale et celle de nos interlocuteurs. Les excuses excessives créent un cadre de référence où vous êtes constamment en défaut. Cette dynamique devient autoréalisatrice. Plus vous vous excusez, plus les autres s'attendent à ce que vous soyez fautif. J'ai mené une expérience personnelle fascinante sur ce sujet. Pendant 1 semaine, j'ai noté chaque fois que je m'excusais et j'ai analysé si cette excuse était justifiée. Le résultat était édifiant. 95% de mes excuses étaient automatiques et non fondées. Je m'excusais d'interrompre quelqu'un alors qu'il avait terminé de parler. Je m'excusais de poser une question pertinente en réunion. Je m'excusais d'exprimer un désaccord constructif. Cette prise de conscience m'a permis de développer ce que j'appelle le filtre de légitimité. Avant chaque excuse, je me demande maintenant, ai-je réellement causé un préjudice ou un inconvénient? Si la réponse est non, je reformule ma phrase sans excuse. Cette transformation a eu des répercussions inattendues sur ma confiance en moi. En cessant de m'excuser pour des non-fautes, j'ai commencé à me percevoir différemment. Mon dialogue intérieur s'est progressivement débarrassé de sa tendance à l'autoflagellation. La communication assertive remplace avantageusement la communication défensive. Quand vous formulez vos besoins, vos opinions ou vos contributions sans vous excuser préalablement, vous les positionnez comme légitimes. Cette approche encourage les autres à les considérer sérieusement au lieu de les percevoir comme des gênes à tolérer. J'ai remarqué que les leaders que j'admire utilisent rarement le mot « désolé » dans leurs interactions quotidiennes. Ils le réservent pour les situations où ils ont réellement commis une erreur ou causé un problème. Cette parcimonie donne un poids considérable à leurs excuses quand elles sont nécessaires. L'impact de ce changement linguistique dépasse le cadre professionnel. Dans mes relations personnelles, j'ai observé que mes proches me prenaient plus au sérieux quand je cessais de m'excuser pour mes préférences, mes besoins ou mes limites. La 5e stratégie implique une gestion radicalement différente de l'information personnelle. J'ai longtemps pensé que partager les détails croustillants sur autrui me rendait intéressant. Erreur fondamentale. Le commérage ne vous rend pas fascinant, il vous rend peu fiable. Chaque fois que vous partagez une information confidentielle sur quelqu'un, vous communiquez implicitement votre propre manque de fiabilité. J'ai pris conscience de cette dynamique lors d'une situation embarrassante où mes commentaires sur un collègue avaient été déformés et amplifiés. Cette expérience m'a fait réaliser que le commérage révèle plus sur celui qui le propage que sur celui qui en fait l'objet. Depuis, j'ai adopté une politique stricte. Je ne participe plus aux conversations qui consistent à analyser négativement les absents. Cette décision a transformé ma réputation. Les gens ont commencé à me faire confiance avec des informations sensibles, sachant que je ne les utiliserai pas comme monnaie d'échange social. Refuser de participer au commérage vous positionne comme quelqu'un d'intègre et de mature. Cela peut initialement vous exclure de certains cercles, mais ces cercles ne méritent pas votre présence. Les relations basées sur la critique d'autrui sont fondamentalement fragiles. Quand vous cessez d'alimenter ces dynamiques, vous attirez naturellement des personnes qui partagent vos valeurs. La sociologie nous enseigne que le commérage remplit plusieurs fonctions sociales. Il crée de la cohésion de groupe, établit des normes comportementales et permet l'échange d'informations. Cependant, quand il devient toxique, il détruit la confiance et crée des environnements de travail ou de vie dysfonctionnels.
J'ai développé une technique que j'appelle la redirection constructive. Quand quelqu'un commence à partager des informations négatives sur une personne absente, je redirige la conversation vers des aspects positifs ou des solutions. Cette approche ne me positionne pas comme moralisateur, mais comme quelqu'un qui préfère se concentrer sur les aspects constructifs. Par exemple, si quelqu'un dit « Marie est toujours en retard », je réponds peut-être « Pourrions-nous trouver un moyen d'améliorer la ponctualité de l'équipe ?» Cette redirection transforme une critique stérile en réflexion productive. L'abstention de commérage m'a également permis de développer des relations plus authentiques. Quand les gens réalisent que vous ne jugez pas ou ne critiquez pas les autres derrière leur dos, ils se sentent plus en sécurité pour partager leur vulnérabilité avec vous. Cette confiance mutuelle crée des liens plus profonds et plus durables. J'ai observé que les leaders respectés dans tous les domaines partagent cette caractéristique. Ils protègent l'intimité et la réputation des personnes de leur entourage. Cette intégrité leur vaut une loyauté exceptionnelle et une influence naturelle. La discrétion n'est pas de la passivité, c'est de la force. Elle démontre que vous avez suffisamment confiance en vous pour ne pas avoir besoin de diminuer les autres pour vous grandir. Cette maturité émotionnelle vous distingue dans un monde où beaucoup cherchent à se valoriser par la dévalorisation d'autrui. La 6e et dernière stratégie concerne la maîtrise de la conclusion. J'ai longtemps souffert du syndrome de la surexplication. Après avoir fait un point pertinent, je continuais à parler, ajoutant des détails superflus qui diluaient mon message. Cette tendance révélait mon manque de confiance en la valeur de mes propos. J'ai appris à faire confiance à la puissance de la concision. Quand vous avez dit quelque chose d'important, arrêtez-vous. Laissez votre message résonner. Donnez aux autres l'espace pour le traiter, pour réagir, pour vous répondre. Cette approche nécessite une confiance en soi considérable. Il faut accepter le silence qui suit vos mots sans immédiatement le combler. J'ai pratiqué cette technique lors d'une négociation importante. Après avoir présenté mon offre, au lieu de la justifier davantage, j'ai simplement attendu. Ce silence a créé une tension productive qui a poussé l'autre partie à réagir constructivement. Savoir quand arrêter de parler démontre votre confiance en la valeur de vos idées. Cela montre que vous respectez suffisamment votre auditoire pour lui laisser le temps de réfléchir. Cette maîtrise transforme vos interventions en moments mémorables plutôt qu'en bruit de fond. La neuropsychologie cognitive nous révèle que notre capacité d'attention est limitée. Quand vous monopolisez l'espace sonore, vous saturez cette capacité et réduisez l'impact de votre message. En revanche, quand vous structurez votre communication avec des moments d'arrêt, vous permettez à votre audience de consolider l'information. J'ai développé une technique que j'appelle la règle des 3 points. Pour chaque intervention, je me limite à 3 idées principales maximum. Cette contrainte me force à aller à l'essentiel et à éliminer les éléments secondaires. Chaque point est séparé par une pause qui permet l'assimilation. Cette structure claire facilite la compréhension et la mémorisation. La surexplication provient souvent de l'anxiété sociale. Nous craignons que notre message ne soit pas compris ou accepté. Alors nous ajoutons des justifications, des exemples, des précisions. Cette avalanche d'informations produit l'effet inverse de celui recherché. Elle dilue notre message et fatigue notre audience. J'ai appris à identifier mes signaux d'anxiété communicationnelle. Quand je sens que je commence à répéter ou à surdétailler, je m'arrête consciemment. Cette pause me permet de reprendre contrôle et de conclure proprement. L'art de la conclusion ne concerne pas seulement les discours formels. Il s'applique à toutes nos interactions quotidiennes. Savoir terminer une conversation, un email, une présentation au bon moment révèle une intelligence sociale élevée. Cette compétence vous distingue de ceux qui ne savent pas quand s'arrêter. Ces 6 stratégies, que j'ai personnellement testées et affinées, ne sont pas des techniques de manipulation. Elles constituent une approche authentique de la communication qui révèle le meilleur de votre personnalité. Le respect ne s'obtient pas par des artifices, mais par la cohérence entre vos valeurs et vos actions. Chaque interaction devient une opportunité de démontrer votre intégrité, votre confiance et votre considération pour les autres. L'intégration de ces techniques dans votre répertoire communicationnel nécessite de la pratique et de la patience. Comme toute compétence, elle se développe progressivement avec l'expérience. Ne vous découragez pas si les premiers essais ne produisent pas les résultats escomptés. La transformation authentique prend du temps, mais elle génère des changements durables. Si ces insights vous ont apporté de la valeur, je vous encourage vivement à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications. Votre engagement permet à cette communauté de grandir
et me motive à continuer à partager des stratégies psychologiques concrètes qui transforment vraiment la vie. Ensemble, nous construisons un espace où la communication authentique et respectueuse prend tout son sens.